à tous et bienvenue sur ce live. Bonjour à toi, Romain. Bonjour, merci Leïla de m'inviter une fois de plus chez Trade Union. Ça fait plaisir de vous retrouver. C'est toujours un plaisir, surtout que tu es vraiment très légitime pour le sujet du jour. Je vois qu'on est bien live sur LinkedIn, donc je vais pouvoir fermer la fenêtre. Et donc aujourd'hui, on va parler du test technique. Rapidement, pour présenter Trade Union, nous, on est un cabinet de placement de freelance et on propose des missions en tech et produits. Je vous ai mis un petit QR code. Si vous êtes par exemple sur un PC, vous pouvez aller le flasher pour nous retrouver sur LinkedIn. Sinon, ce sera mission freelance par TDU assez facilement retrouvable. Et donc, on a plusieurs événements. Aujourd'hui, on est sur l'avant-dernier de l'année. On avait accueilli Romain lors d'un Freelance Day où il nous avait parlé d'optimisation fiscale. Donc, c'est un de ses sujets de prédilection. Je vais te laisser te présenter assez rapidement, mais toi, tu es CTO à la demande. Donc, je te laisse la main. Tu feras mieux que moi. Tout à fait. Donc, moi, je suis CTO à la demande dans mon activité principale, on va dire. Donc, j'accompagne des entreprises, que ce soit des startups ou des PME, dans toute leur stratégie digitale, numérique et évidemment la partie technique. Et j'ai une autre casquette où je suis également conseiller en investissement et conseiller en gestion de patrimoine. Donc, je fais beaucoup d'éducation financière. Donc, voilà, je lie l'utile à l'agréable, disons. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je te propose aujourd'hui, donc, c'est d'aborder plusieurs questions autour du test technique. Je les ai sous les yeux, on va les dérouler et ensuite on prendra vos questions dans le chat à la fin. Nous, on les a qui défilent sur l'écran, donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Donc si tu es prêt, Romain, on va peut-être commencer. C'est parti, allons-y. Trop bien. Alors, donc, c'est vrai que le test technique, c'est le titre d'aujourd'hui. Donc, il fait débat, mais il reste utilisé. Et donc, en tant que, par exemple, développeur senior ou toi, CTO aussi, quand même, avec beaucoup d'expérience, comment est-ce que tu vis cette pratique et cette technique qui, quand même, semble incontournable chez les grands comptes aujourd'hui? Alors, comment est-ce que je le vis? Je dirais, en tant que senior, ça peut parfois être assez compliqué, dans le sens où on se dit, attendez, je suis senior, on m'appelle pour une mission bien spécifique. Je pense notamment à ceux d'entre nous qui sont freelance parce qu'ils sont dans un marché de niche et ils arrivent en réponse justement de ce besoin. Et on est un peu parfois considéré pas vraiment comme étant un partenaire de confiance, mais plus comme quelqu'un qui va rentrer dans l'entreprise sur lequel on va matraquer du test technique. Donc moi, comment est-ce que je le vis? En tant que senior, pas très bien, pour être honnête. Après, et on en reparlera, je pense, sur la suite des questions, ça peut quand même avoir une utilité, surtout pour les plus jeunes d'entre nous. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui te dérange le plus? Si tu arrivais un peu à nous donner des anecdotes ou peut-être des idées sur cette question. Oui, en fait, moi, ce qui me dérange le plus globalement, c'est que, et c'est peut-être par méconnaissance, donc je ne critique personne à travers ce que je vais dire, mais que parfois les tests techniques sont totalement mal ciblés ou à côté de la plaque. Moi, combien de fois j'ai discuté avec des développeurs, même pas forcément des freelances, qui me disaient, tu sais, les tests techniques que j'ai passés, en fait, ne correspondaient absolument pas à mon domaine de compétences. Donc forcément, je l'ai raté. J'ai même parfois certains qui m'ont dit, alors, je l'ai raté parce que ce n'était pas mon domaine de connaissance, du coup, j'ai appris le langage et je leur ai demandé de repasser le test. Mais quelle perte de temps, je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Voilà, donc c'est ça surtout qui me dérange, c'est que souvent, le test technique est trop général, mal ciblé et ne correspond pas au profil qu'on veut recruter. On va peut-être sauter des questions, mais du coup, est-ce que tu penses que c'est dû au fait que la personne en face, peut-être, elle n'est pas le background technique pour pouvoir passer, ou c'est juste quelque chose en fait qui est assez automatique et donc on en voit facilement parce qu'il faut départager? Non, alors, je pense qu'il y a un peu de tout, hein. Pour être honnête, des fois, les recruteurs sont très bien calés en technique, sauf qu'ils n'ont pas la bonne plateforme ou alors, pour des raisons financières, ils ont acheté des batteries de tests, par exemple, sur du coding game business et donc ils ont que ça, donc ils ont que ça à envoyer. Ou alors, parfois, c'est, comme tu disais, vraiment juste pour départager, on s'en fiche du résultat final ou alors pour évaluer une façon de faire sur des problématiques algorithmiques ou autres. Ce qui, pareil, ne répond pas forcément toujours au besoin final. Moi, typiquement, je vais te donner un exemple sur une expérience de test technique que j'ai passée pour le coup. Il y a quelques années de ça, j'ai postulé dans une grande institution française. Je suis arrivé, on m'a fait passer le test technique sur papier. Et il y avait du développement à faire sur papier. Donc, faire du CSS sur papier, en fait, j'ai rendu la feuille blanche. Je dis, je suis désolé, à un moment donné, je veux bien me faire challenger, je veux bien passer le test technique.
mais donnez-moi les bons outils aussi. Voilà. Oui, ok, bah, très clair. Et en plus, on va un peu du coup dévier sur la question suivante. Comment toi, est-ce que tu te positionnes face à un client qui insiste pour un test technique malgré ton expérience? Peut-être que tu pourrais nous partager une expérience qui t'a particulièrement marqué. Oui, alors, j'avoue que là, sur la dernière année, j'ai pas trop eu le cas non plus, mais évidemment, ça m'est déjà arrivé, dans le cadre de recherche de mission. Alors, sur celui qui est vraiment très insistant, je lui demande, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je lui demande un peu le contenu de ce test. Voilà, parce que, je veux bien faire un test, mais par exemple, je veux pas y passer 4 heures. Et ça, souvent, il y en a qui comprennent pas que, voilà, vous allez faire un test, c'est 2 fois 1 heure, sur des thématiques. Honnêtement, j'ai autre chose à faire aussi. Je veux bien me battre pour avoir une mission. L'entretien s'est bien passé, me fait pas passer 2 heures à galérer, sur un test qui, si ça se trouve, au final, tu vas me dire: «Ben non, c'est bon, on laisse tomber pour une autre raison». Donc moi, je suis plutôt, mais ça n'engage que moi, à me dire: «Bah, du coup, désolé, on bossera peut-être pas ensemble». Parce que moi, j'arrive avec mon expertise, je sais que je réponds à votre expertise, à votre problématique. J'ai pas envie d'y passer 2 heures. Voilà. Ok, bah, très clair. Et là, on va rentrer dans une série de questions un peu sur l'équilibre entre compétences et expérience. Mmh. Donc, comment est-ce que tu gères ce sentiment que ton expérience n'est pas suffisamment prise en compte? Et donc, c'est vrai que ça découle un peu de ce que tu venais de dire, mais si tu pouvais dire un mot dessus. Ouais, bah, en fait, tout simplement, alors, le c'est un client, ça, c'est quelque chose que je veux repréciser parce que dans le cadre du programme MentorTech, c'est quelque chose que j'ai expliqué aux jeunes qu'on a «mentorés» entre guillemets, c'est que, la confiance, ça s'acquiert quelque part. La personne en face, le recruteur, il peut pas avoir confiance en vous juste sur vos dires non plus. Voilà, le monde n'est pas tout rose et cetera. Donc on peut présenter, tout simplement, ben, voilà, des expériences passées et cetera, mais c'est parfois pas suffisant. Donc mon sentiment, quand je suis dans ce cadre-là, et c'est un sentiment qui est un peu, on va dire, humain, c'est, je suis peut-être un peu déçu en me disant: «Moi, j'ai vraiment envie de bosser avec eux, mais en fait, ils me font pas confiance parce qu'ils sont en train de me dire, que mon expérience est pas suffisante» ou est-ce qu'ils ne me croient pas? Je pense pas qu'ils ne me croient pas, en fait, au final. C'est juste que, bah, ils me font tout simplement pas confiance parce qu'ils ne me connaissent pas et c'est logique, au final. Donc souvent, le sentiment que moi j'ai, c'est du doute suite à ça, pour être très honnête. Ok, bah, c'est une belle façon de voir la chose. Et en plus, bah, là, je vois un commentaire de Lamia qui nous dit que pour elle, c'est en fait un peu une évaluation objective qui permet de savoir si le freelance pourrait s'adapter à un rôle spécifique. Mmh. N'hésitez pas à réagir à ce qu'on dit, c'est plaisant de le voir aussi. Et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et donc, Romain, je voulais savoir si au cours de ta carrière et ton expérience avec les tests techniques, est-ce que toi, tu avais vu dans certaines entreprises des alternatives à ces tests qui pouvaient quand même évaluer les compétences des développeurs ou des personnes Mmh. techniques? Bah, du coup, je vais parler de ma propre expérience parce que comme je te le disais enfin, juste avant en off, qu'on commence ce talk, c'est que en fait, moi, j'ai été dans les 2 extrêmes. C'est-à-dire que quand j'ai vraiment commencé ma carrière dans la tech, j'étais dans une ESN qui était test technique. Tout simplement, on faisait des tests techniques, c'était obligatoire, c'était dans le process, il fallait les faire, il fallait les faire, il fallait les faire. Et je me suis pris au jeu. C'était via une plateforme très connue qui s'appelle Coding Game. Je me suis pris au jeu. Même moi, je faisais les tests après, je trouvais ça drôle. Et en fait, à tous ceux qui arrivaient, je leur balançais des séries de tests. Parfois beaucoup trop, il faut être honnête, je m'en suis rendu compte après. Et donc, des fois, il y a certains profils sur lesquels moi, je voulais bosser avec eux, je sentais qu'ils lâchaient à ce moment-là. Ils lâchaient parce que moi, je savais au fond de moi-même que c'était des très bons gars, des très bons techniciens. Ils étaient gars ou filles d'ailleurs, hein, peu importe, mais ils étaient très bons dans leur domaine, mais ils rataient totalement le test. Et quand je regardais le truc, je me disais: «Mais c'est normal, il a passé 2 secondes sur le problème». En fait, non, c'est pas qu'il a passé 2 secondes, c'est qu'il voulait pas le faire, le test technique. Et c'est là où je me suis dit: «Il faut peut-être changer un peu la chose». Donc j'ai commencé par diminuer les tests. Après, j'ai eu d'autres expériences et cetera. J'en faisais moins. Je posais mes tests à l'oral. Je ne les envoyais plus sur des plateformes. Je posais des questions techniques à l'oral. Et maintenant, comment est-ce que je pratique la chose? En fait, je pose plus du tout de questions techniques. Pourquoi? Parce qu'on est dans un métier qui est trop vaste et trop complexe. À un senior, lui poser des questions de base: «Est-ce que tu connais, les fonctions ternaires?» Il connaît forcément. À un moment donné, il les a croisées.
ça n'a pas de sens. Et je ne vais pas lui poser des questions ultra précises parce que si ça se trouve, il n'aura pas l'information. Il en a peut-être d'autres à côté. Donc, je pose plutôt des questions très ouvertes, en fait, au final, sur toujours la technique, hein, sur est-ce que tu as vu les dernières évolutions de Symfony? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Si la personne me répond en disant oui, j'ai vu qu'il y avait eu telle publication, tel patch, tel machin, même si moi je ne les connais pas, je note, je vérifie par la suite. Ah oui, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à son domaine, je peux lui faire confiance là-dessus. Par contre, si la personne, évidemment, me répond non, je ne sais pas, moi, Symfony, je l'installe, ok, peut-être que ça cache quelque chose. Voilà. C'est pour ça que je dis que je suis passé vraiment aux deux extrêmes, finalement. Ça aide et surtout qu'en fait, tu vas pouvoir peut-être nous dire quelles compétences ne sont pas évaluées dans les tests techniques et donc toi, comment est-ce que tu peux mettre en avant ou comment est-ce que tu as vu d'autres personnes qui passaient ces tests techniques mettre en avant ces compétences invisibles. Nous, chez Trade Union, on parle beaucoup aussi notamment de soft skills parce que c'est quand même ce qui va compter quand on va rejoindre une entreprise, hein, c'est le contact humain. Donc, je voulais savoir un peu comment tu voyais la chose à ce niveau-là. Alors, effectivement, ça tombe très bien que tu poses la question parce que moi, j'ai eu le cas à l'époque, je me rappelle d'un jeune développeur, c'était un junior, qui a eu les meilleurs résultats que j'ai jamais vus à un test technique. Pour être honnête, il était bien meilleur que des seniors, à tel point que j'avais un doute sur le fait qu'il n'ait pas un peu triché entre guillemets sur le test. Je lui ai envoyé le test senior et pareil, il a eu des très bons résultats sur ce test senior. Mais le test technique n'évalue absolument pas les soft skills et notamment la capacité, dans ce cadre-là de ce développeur, à être autonome. C'est-à-dire que c'était un très bon apprenant, je pense, qui apprenait les choses par cœur et qui avait une capacité à emmagasiner les informations juste incroyable. En revanche, faire une recherche, même Google, sur un sujet, ça lui était quasiment impossible. On était obligé de lui tenir la main. Et ça, c'est très complexe à gérer. Quand on arrive à un poste un peu de management, gérer quelqu'un qui n'est pas du tout autonome à ce point-là, c'est extrêmement complexe. Donc, par la suite, comment est-ce que moi j'ai adapté la chose? Et je sais que des confrères font pareil. C'est tout simplement, lors des entretiens aussi, tout simplement poser la question. C'est quoi ta daily routine? Quand tu arrives, tu fais quoi le matin au travail? Je me connecte, si on est en ESN, je sais pas, je vais voir mes tickets Jira ou autre, je fais un peu de doc ou je vais regarder. Voilà, ça, c'est OK. Si la personne déjà commence en disant: «Je ne sais pas», OK, tu sais pas, donc peut-être que tu es pas si autonome que ça. Donc le soft skill de l'autonomie, parce que je me focus là-dessus, mais il y en a plein d'autres, peut-être qu'il est pas là, tout simplement. OK, c'est très pertinent et je vois qu'il y a eu des réactions aussi, notamment Fabien, et je trouve ça vraiment bien, qui dit que c'est pas mal aussi de faire tourner un projet, perso et d'en discuter. Ça rend, la discussion un peu plus authentique et ça rejoint ce que Hugo, mentionne aussi, le fait, Ouais. de privilégier une discussion, technique plutôt Ouais, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, la partie, projet perso en local, en fait, moi, je l'ai jamais demandé parce que c'est assez délicat quand même, parfois de demander ça. Par contre, c'est souvent des développeurs qui me l'ont proposé. Ils m'ont dit: «Écoute, voilà, je viens, j'ai mon book de projets, j'ai des projets qui sont en attente. Perso, est-ce que ça t'intéresse de les voir pour voir comment je bosse?» Allez, pourquoi pas? Ça me prend pas beaucoup de temps en plus, ça me prend 10 minutes en plus dans mon créneau et moi, je regarde un peu comment structurer son code et cetera. Effectivement, on peut échanger. Donc oui, effectivement, c'est une bonne façon de faire. Personnellement, je ne la propose pas, mais les développeurs m'ont déjà proposé et ça a été très bien accueilli, en tout cas à mon niveau. Trop bien. Et donc là, on va changer un peu de cap. On va parler aussi de la réalité du terrain. Tu disais qu'il y avait des développeurs seniors qui avaient du mal avec les tests. En effet, moi, j'ai pu la tester, hein. J'ai des collègues tech recruteurs qui sont tous les jours en ligne avec des freelances. Et c'est vrai que ça nous arrive de voir qu'il y en a qui sont un peu stressés ou qui aiment pas l'exercice parce que ça leur donne vraiment l'impression de retourner sur du très basique. Et donc, on va avoir une petite série de questions sur cette réalité de terrain, peut-être pour en conseiller certains, et pour que vous puissiez quand même réussir ces tests techniques parce qu'ils font quand même partie du paysage encore, en tout cas sur les missions grands comptes. Donc, le but, c'est que vous ayez des missions et ce serait dommage de passer à côté alors que je suis sûre que vous avez énormément de choses à apporter aux clients. Donc, c'est vrai qu'on a souvent parlé de conditions artificielles. Et comment ça se manifeste concrètement pour toi? Qu'est-ce que tu entends par des conditions artificielles pour le coup? C'est-à-dire, passer à distance ou des choses Oui, comme c'est ça? ça, le fait que ce soit à distance, que ce soit peut-être pas forcément sur un D'accord. vrai projet concret.
Donc quelque chose qui est des fois un peu décorrélé du sujet du client. Bah, en fait, c'est exactement la même chose que pour ceux qui ont des enfants, ça va leur parler. Que nos enfants, quand ils sont à l'école, on leur apprend des choses, mais on leur explique pas pourquoi c'est. On leur explique pas à quoi ça sert. Bon, apprendre à lire, ok. Mais parfois, quand on apprend des démonstrations mathématiques, on se dit, mais ça sert à quoi? En fait, pourquoi j'apprends ça? En fait, là, c'est exactement la même chose, c'est le même sentiment. C'est-à-dire que on va arriver, on va avoir un grand compte qui va nous faire passer des séries de tests. Et puis parfois, bon, si les tests sont bien ciblés, partons du fait qu'ils soient bien ciblés, sinon ça ne marche pas, évidemment, mais ils sont bien ciblés, il va nous dire, bah, ok, tu vas devoir monter du Docker, etc. Et puis là, pouf, il nous sort, je sais pas, l'intégration GitLab. Je dis, mais il m'a demandé de faire un test sur Docker, et là, je lui parle de Git, pourquoi faire? En fait, peut-être qu'on saura faire, mais dans le contexte, c'est très bizarre. Enfin, donc, voilà, concrètement, moi, je conseille, dans le cadre de la préparation, en fait, de poser son cerveau et de ne pas réfléchir à pourquoi je le passe. De se dire juste, on me pose la question, j'y réponds. Voilà. Je sais que c'est ultra frustrant, c'est un exercice très difficile, mais parfois, il faut passer par là et de se dire, voilà, ils ont peut-être une raison, je ne la connais pas, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Ça marche. Et donc sur la prochaine question, est-ce que tu as des conseils à donner à part le fait de poser un peu son cerveau pour préparer ces tests? Ouais, alors déjà, le premier, c'est de ne pas trop perdre de temps à se préparer à un test. Très honnêtement, par expérience, j'ai vu tout dans les tests. Et se préparer, vous allez perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et si ça se trouve, vous allez arriver le jour J, ce ne sera pas du tout ce que vous attendez. Donc, perdez pas trop de temps. Je veux dire, vous êtes des professionnels, vous savez ce que vous savez faire. Vous allez au test, vous le réussissez, c'est trop bien. Vous le ratez, ben, tant pis. Voilà. Mais déjà, mon premier conseil, c'est ne perdez pas de temps. On a tous le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si vous arrivez, que vous n'êtes pas dans un bon jour, vous êtes un peu fiévreux, vous avez le rhume, machin, décalez. Demandez à décaler parce que vous n'êtes pas bien. Et si jamais vous êtes dans pas une bonne période, parce qu'il y en a certains qui disent bah, c'est pas tel jour, telle heure, hein, c'est plutôt tu le feras quand tu auras le temps. Si vous le ratez une première fois, appelez la personne. Dites écoute, j'ai raté le test là, j'étais pas dans mon bon jour, est-ce que tu peux pas m'autoriser à le repasser? Enfin, et généralement, c'est très rare qu'en face ils disent non. Voilà. Sachant que la plupart des plateformes de tests aujourd'hui ont des systèmes anti-cheat, etc. Et en fait, ils savent très bien le nombre de fois où vous sortez de l'écran, le nombre de fois où vous allez sur Google. Enfin, du coup, voilà. Il n'y a pas de raison qu'ils ne vous autorisent pas à le faire. Complètement d'accord et j'ai déjà vu le cas. C'est vrai que quand on demande en fait assez sincèrement, bah, généralement le client accepte. Oui. Trop bien. On va un peu parler stress, mais peut-être pas pour toi, mais est-ce que tu as vu que le stress pouvait impacter des fois un peu les tests techniques? Et je poserai une deuxième question, c'est est-ce que pour toi, il y a vraiment des conditions idéales pour passer un test technique? Ouais, alors le stress, il a un énorme impact sur le test technique. Une fois encore, moi, j'ai fait passer des tests techniques à des profils divers. Et j'ai en tête là un chef de projet à qui j'avais fait passer justement un test technique. Il l'a totalement foiré alors qu'il avait les connaissances. Je sais qu'il les avait puisqu'il m'a répondu aux mêmes questions du test la première fois que je l'ai rencontré sur l'agilité, etc. Je lui ai posé la question, je lui ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit j'ai perdu tous mes moyens. Et il a tout raté. Voilà, donc le stress, évidemment, il a un impact. Comment est-ce qu'on peut être dans une situation idéale? Ben, je pense qu'il faut retourner au basique, hein. Le jour où on passe le test, on éteint son téléphone, on coupe tout, on fait du vide un peu dans sa tête. On se met dans un endroit calme où on est à l'aise. On se donne du temps. Il ne faut pas qu'on soit sous contrainte non plus au niveau de son calendrier. Voilà, si on n'a qu'une demi-heure et que le test dure une demi-heure, c'est pas bon. Il faut se laisser un peu plus de temps avant et après. Donc voilà, c'est un peu des basiques, mais c'est comme ça qu'on arrive à se mettre dans des bonnes conditions. Super, merci. Et donc, on va passer sur un autre bloc au niveau de l'évolution des pratiques. Tu nous en as un peu parlé, mais bah, je voulais savoir comment est-ce que tu voyais, toi, l'évolution des méthodes d'évaluation chez les grands comptes? Bah,
les grands groupes, les grands comptes, c'est un peu délicat parce que ils ont des méthodes pour passer du test et par expérience, pour avoir des amis qui bossent dans ces grands groupes, en fait, c'est pour faire beaucoup de tri. Parce qu'évidemment, ils ont beaucoup, beaucoup de candidats. Donc, comment est-ce que ça peut évoluer, honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'ils n'utilisent les tests, mais vraiment que pour avoir une idée du candidat, mais qu'ils ne le prennent pas en compte vraiment en disant il a raté son test, du coup, il n'est pas retenu. Parce que ça, c'est une erreur, à mon sens. Et c'est l'erreur que je faisais aussi au départ. Donc, c'est pas parce qu'on rate son test qu'on n'est pas la bonne personne. Bien au contraire, parfois. Donc, voilà. C'est comme ça plutôt que ça devrait évoluer. Ouais, complètement aligné. Donc, en fait, finalement, pour résumer ce que tu dis, donc être un peu plus dans une posture de dialogue que juste être dans le test qu'on envoie. Oui, totalement. En fait, être un peu plus humain. Mais je comprends aussi leur problématique de se dire, être humain quand on a 800 candidats, c'est compliqué. Voilà. Complètement. Tu as répondu à en fait quasi toutes les questions de ce bloc-là, donc je vais passer un peu sur les signaux d'alerte et d'opportunité, si ça te va. Oui, bien sûr. Super. Et donc, je voulais voir, en fait, pour toi, quels sont les indices qui te font dire qu'un test technique a bien été pensé? Tu nous disais au début que tu en as vu, ou voilà, par exemple, la feuille de papier, ça, c'est pas possible. Mais donc, si tu vois un peu des signes ou c'est un peu des green flags, on veut bien les avoir aujourd'hui. D'un point de vue candidat, pour voir que ça s'est bien passé, si vous arrivez à la fin du test et vous n'êtes pas posé de questions plus que ça et vous n'avez pas trop bloqué, c'est que ça s'est bien passé. Voilà, ça, c'est humain. Je veux dire, à un moment donné, quand on avance et qu'on se dit, tiens, j'ai pas eu trop de points de blocage, ça me semblait facile, entre guillemets, vous ne posez pas trop de questions, ça s'est bien passé. Si vous avez galéré et transpiré à grosses gouttes, bon, peut-être que ça ne s'est pas si bien passé que ça. Après, chacun a son ressenti différent sur la chose. Ça, c'est sur la partie candidat. L'autre chose aussi qui pourrait dire que ça s'est bien passé, c'est quand vous avez un retour immédiat, c'est-à-dire dans les 48 heures du recruteur. C'est-à-dire, vous faites votre test technique, 48 heures après, vous avez des nouvelles de sa part pour discuter du test technique ou pour échanger à nouveau. Considérez quand même que ça s'est bien passé. C'est humain aussi, et moi, je faisais ça aussi également. Ceux qui foirent leur test technique, on les passe en dernier. On regarde à un moment donné ceux qui ont le mieux réussi, et après, on fera les autres. Voilà, tout simplement. Maintenant, pour parler aussi, il ne faut pas les oublier, parce que ce test technique fait débat, et il y en a certainement aussi dans la salle aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait dire que ça s'est bien passé pour un recruteur? Déjà, regardez pas que le scoring, à mon sens. Ce n'est pas forcément un indicateur super fiable. Dans toutes les plateformes aujourd'hui, vous pouvez regarder un peu le temps passé sur les questions, le nombre de sorties du navigateur, ce genre de choses. Et là, vous vous ferez une idée. Si la personne, elle a enchaîné 10 questions, c'est bien passé, et sur une, elle a passé 5 minutes, et elle n'est pas sortie de son navigateur pour aller chercher l'info, à mon avis, c'est qu'il y a un truc qui ne se passe pas très bien. Par contre, si la personne a mis un peu plus de temps sur chaque question et aller chercher l'info sur Internet, pareil, il y en a, ça va leur faire hérisser le poil, mais moi, je considère que c'est un bon candidat. Parce qu'il ne connaissait pas la réponse. C'est clair, il est sorti de son navigateur. Par contre, il a trouvé la réponse en 10, 15, 20 secondes. Et ça, c'est intéressant, pour le coup. Parce que le métier de développeur, c'est de l'apprentissage permanent, on ne connaît pas tout. Enfin, développeur ou autre, d'ailleurs, peu importe. On est dans des métiers techniques où on ne peut pas tout connaître. Et donc, mais par contre, le fait de savoir aller chercher l'info très vite, ça, c'est super intéressant. Voilà. Exactement. Et puis en plus, c'est aussi un peu être en condition réelle tant que c'est une question où il y a de la réflexion derrière et que c'est pas juste copier-coller une réponse de Google, comme aurait pu le faire la personne que tu mentionnais. Au final, c'est hyper pertinent parce que dans la réalité, oui, la personne va avoir accès à Internet et va pouvoir après réfléchir à comment est-ce qu'elle gère le projet. Totalement. Trop bien. Alors, on a vraiment répondu à tout. Moi, déjà, je voulais te remercier, Romain, et je voulais savoir si tu pensais qu'il y avait autre chose que tu voulais nous dire. Est-ce que tu as d'autres anecdotes drôles ou des choses à ajouter sur le test technique? Je pense que l'anecdote la plus drôle, je vous l'ai déjà donnée, mais c'est vraiment, voilà, la fois, on m'a demandé de faire un test technique, c'était du CSS à l'époque sur papier. Là, On peut pas mieux faire. Voilà, on peut pas mieux faire. Effectivement, là, c'était un peu gros.
Après, j'ai vu des choses ultra amusantes dans les tests techniques parce que voilà, dans la façon de développer, la façon de. Voilà, on se met un peu à la place, c'est curieux, mais on se met un peu à la place de nos profs quand on était au lycée qui corrigent une copie et de se dire pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à mettre ça dans ton code? C'est bizarre quand même. Mais voilà. Après, moi, ce que je retiens surtout sur les tests techniques, et une fois de plus, c'est parce que j'ai vraiment pratiqué les deux. Euh, Dans mes recrutements, j'ai de bien meilleurs résultats si lors des échanges, je me focus vraiment sur la partie humaine et que je pose mes questions techniques de façon très ouverte et qu'on rentre dans un échange libre, plutôt que de uniquement regarder ce qui a été fait à travers un pur test technique, comme on connaît tous, QCM, voilà, répondre à un problème de code, etc. etc. Mes recrutements étaient meilleurs, enfin sont meilleurs d'ailleurs aujourd'hui. J'ai pas, voilà, c'est un constat. Est-ce qu'il faut les supprimer? Ben, ça dépend. Je pense qu'il y a des petites ESN qui pourraient se le permettre facilement. Après, dans les grosses machines grands comptes, il y a tellement de candidats. D'ailleurs, je vois Hugo, c'est exactement ce qu'il va mettre, là, Hugo Assier, dans le chat. Il y a tellement de candidats, ben, compliqué. Mais il faut trouver un bon compromis, tout simplement. Ok. Bah, merci beaucoup, c'était hyper riche. Je pense que ça a aidé tout le monde. On a eu énormément en plus de réactions, donc c'est génial. Je vois pas de questions, mais s'il y en a, bah, on viendra. Moi, j'irai les recueillir pour les envoyer à toi, Romain, pour qu'on puisse y répondre. Et ce que je vous propose avant de finir ce live, donc on est parfait, il nous reste à peu près 2 minutes, c'est de vous montrer une étude sur l'état du marché freelance tech. On a vu qu'il s'était un petit peu tendu, mais qui revient. Hein, bah là, on est sur des temporalités, hein, c'est le marché qui le veut, où on a interrogé notre communauté et celle de nos partenaires. Et en fait, on a compilé un guide gratuit pour vous donner du coup des données. Et on va en parler la semaine prochaine avec les 2 cofondateurs de Trade Union en live. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page LinkedIn de Trade Union pour les retrouver. On dit bonjour à Michael Ruyo aussi ici. Et donc, vous allez vraiment avoir énormément de conseils et peut-être que c'est des données qui vont pouvoir vous aider pour vous positionner l'année prochaine. Voilà, donc vous l'avez sur le QR code si vous voulez la consulter et je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine. C'est tout pour nous. Encore merci Romain d'avoir été parmi De nous. rien. Et j'espère à très bientôt. Ouais, bah de rien, c'est toujours un plaisir de participer aux événements de Trade Union. Donc voilà, j'espère que ce talk vous aura été utile et bon appétit à tous. C'est important aussi. Merci. Oui, bon appétit.